Bonjour, Annie Flouret, je suis aidante de mon mari qui est atteint de la maladie à corps de Lévy depuis 4 ans, enfin reconnue depuis 4 ans. Je voudrais poser une question au professeur Blanc. Vous avez parlé notamment des fluctuations dans la maladie à corps de Lévy et notamment de ce neurotransmetteur, l'acétylcholine. Voilà. Acétylcholine. Et je voulais savoir comment la produire et est-ce qu'on peut la retrouver, par exemple, dans l'alimentation? Oui, alors, en fait, par rapport à l'acétylcholine, c'est un des points communs. Là, on parlait des points communs entre maladie de Parkinson et maladie à corps de Lévy, et des différences entre maladie de Parkinson et maladie à corps de Lévy, mais on pourrait faire la même présentation entre maladie d'Alzheimer et maladie à corps de Lévy. Et il se trouve que, d'abord, dans un premier temps, nous avons des traitements qui permettent d'augmenter l'acétylcholine. Ces traitements, ce sont ce qu'on appelle les inhibiteurs de la cholinestérase, c'est-à-dire des médicaments qui vont empêcher la destruction de l'acétylcholine. Et ces médicaments, leur nom, c'est rivastigmine ou Exelon, et Aricept ou Donepezil. Je ne cite pas le troisième qui est la galantamine parce qu'il n'y a pas eu d'essai thérapeutique fait à proprement parler dans la maladie à corps de Lévy. Donc le premier élément pour moi, très clairement, c'est de pouvoir faire bénéficier aux patients quand ils le supportent, et quand c'est possible par rapport à son statut cardiaque, de ces inhibiteurs de la cholinestérase. Si on veut effectivement augmenter l'acétylcholine, voilà. Alors après, vouloir prendre de l'acétylcholine par rapport à l'alimentation, je pense que c'est... D'abord, je ne connais pas et je ne pourrais pas vous répondre précisément, mais je pense qu'il faut se méfier parce que c'est quand même dangereux. Tout médicament est dangereux, même s'il est pris par voie alimentaire, que ce soit les compléments alimentaires, etc. Évidemment, normalement, il y a des doses qui sont maximales dans les compléments alimentaires, mais ce n'est pas toujours le cas, surtout si on achète sur Internet et qu'on ne sait pas trop d'où ça vient. Je dirais qu'il vaut mieux aller vers des traitements qui ont prouvé leur efficacité, même si cette efficacité est partielle, elle est réelle dans la maladie à corps de Lévy. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle les méta-analyses ont montré une plus grande efficacité dans la maladie à corps de Lévy, mais aussi d'ailleurs dans la maladie de Parkinson avec troubles cognitifs, que dans la maladie d'Alzheimer ou que dans les maladies avec troubles cognitifs vasculaires. Donc voilà, je crois que le message, il est là, l'acétylcholine. Vous pouvez le faire, le majorer chez les patients atteints de maladie à corps de Lévy en utilisant ces médicaments. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de prendre des médicaments anticholinergiques, c'est-à-dire qui diminuent l'acétylcholine. Et ça, c'est facilement faisable. Il y a des classes de médicaments, notamment contre les troubles urinaires de la prostate, les plus fréquents, mais qui diminuent l'acétylcholine dans le cerveau. Ma question se poserait sur les troubles du sommeil. On a vu donc que les troubles du sommeil entraînaient des fluctuations pour l'autonomie dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'à l'inverse, on pourrait croire que si on empêche, entre guillemets, les phases de somnolence dans la journée, ça améliorerait la qualité du sommeil? Ou alors on essaye de proposer des activités qui permettent d'éviter la somnolence? Oui, alors il y a une vraie intrication. On travaille étroitement avec Marie-Pia Dorto sur tous ces sujets. Il y a une vraie intrication sommeil, somnolence, hallucination, troubles cognitifs. C'est-à-dire que le fait d'améliorer le sommeil permet d'améliorer la vigilance dans la journée. Et inversement aussi. C'est-à-dire que quand les patients sont très fatigués, moi ce que je leur dis c'est qu'il faut qu'on respecte cette fatigue et qu'il peut y avoir des moments de repos dans la journée ou des moments de sieste, mais qui doivent être courtes. Parce qu'effectivement, s'il y a trop de somnolence la journée, c'est déstructurant pour l'alternance veille-sommeil sur les 24 heures. Donc oui, idéalement, il faut stimuler dans la journée. Et les anticholinestérasiques, ils augmentent l'acétylcholine dans le cerveau, mais en fait, ce sont des psychostimulants. C'est ça leur fonctionnement. Donc, ils boostent l'acétylcholine et ils boostent la vigilance. Et d'ailleurs, il y a eu certaines personnes qui avaient besoin de rester vigilants pendant des heures, 24 heures, 48 heures, qui en ont pris des psychostimulants, des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase. Donc, les inhibiteurs de l'acétylcholinestérase peuvent avoir un effet aussi sur la vigilance.
et permettre que le patient soit moins somnolent. Peut-être juste un tout petit complément. Vous parliez du sommeil en général. Notre collègue l'a bien dit tout à l'heure. Hein, c'est traiter le syndrome d'apnée du sommeil, qui est très fréquent dans la maladie à corps de Lévy. C'est un mieux pour la période de veille, c'est-à-dire en journée. Hein, donc il ne faut pas hésiter à traiter le syndrome d'apnée du sommeil quand il est là. Deuxième chose, traiter les troubles du comportement sommeil paradoxal. Moi je trouve, mais là c'est une impression clinique, je trouve que chez certains patients, notamment par le fait qu'on donne de la mélatonine le soir, de la mélatonine à la libération immédiate le soir pour lutter contre les troubles du comportement sommeil paradoxal, eh bien, je trouve que certains patients en bénéficient aussi la journée, probablement parce que comme le sommeil est de meilleure qualité la nuit, eh bien, les patients ont d'une certaine manière moins besoin de récupérer en journée. Nous, on a exactement la même impression. Et parfois, le fait de traiter le syndrome d'apnée du sommeil permet de diminuer les troubles du sommeil paradoxal. Vraiment, je trouve que c'est une des actions prioritaires quand il y a des troubles du sommeil, c'est vraiment de régler le problème des troubles du sommeil parce que ça permet de régler plein d'autres problèmes. Oui, bonjour, merci. J'avais une question parce que vous avez parlé de l'importance du diagnostic précoce. Et quand vous parlez de précoce, c'est à partir de quels premiers symptômes et ensuite quels sont l'ensemble des examens qu'il faut faire? Est-ce que l'ensemble des soignants sont au courant de cela et est-ce qu'il y a des choses qu'il y a à faire dans ce domaine? Alors, la question du diagnostic précoce, dans l'état actuel des choses, c'est la question de y a-t-il des difficultés cognitives, une plainte cognitive. C'est-à-dire que ça, c'est pour l'instant, si vous voulez, le positionnement actuel des critères, puisque les critères se sont positionnés uniquement sur l'existence finalement de ce qu'on appelle des troubles cognitifs légers, c'est-à-dire de très discrets troubles cognitifs qui vont s'accompagner de discrets troubles autres potentiels. Maintenant, mais je pense que c'est aussi l'impression des autres collègues cliniciens et en particulier de Claire Paquet, c'est qu'il arrive, et on le sait, que les patients commencent leur maladie à corps de Lévy par d'autres symptômes. Ils vont pouvoir commencer leur maladie à corps de Lévy par des sensations de passage, c'est l'impression de voir passer des choses sur le côté. Ils vont commencer leur maladie à corps de Lévy uniquement par les troubles du comportement au sommeil paradoxal. Ils vont commencer leur maladie à corps de Lévy uniquement par des troubles neurovégétatifs, c'est-à-dire des gros problèmes de constipation ou des problèmes d'hypotension orthostatique, c'est-à-dire de vertige quand ils se lèvent. Enfin, il y a finalement tout un tas de manières de commencer la maladie à corps de Lévy. Quand est-ce qu'il faut faire le diagnostic? C'est Pierre Crolac, qui est un collègue neurogériatre de Lyon, le dit bien, il faut faire le diagnostic au bon moment pour le patient. Hein, c'est la question du bon moment. Et le bon moment, il est différent pour chaque patient. J'ai essayé de le suggérer un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que si le patient est prêt à entendre et à comprendre ce qui est à l'origine de ses difficultés, de sa plainte, parce que s'il y a maladie, c'est qu'il y a souffrance d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a une gêne au moins. Hein. Donc si le patient est prêt à entendre pourquoi il est gêné, etc., je pense que là, c'est le bon moment. Si par contre, il ne l'est pas, je crois que c'est dans la discussion du couple ou dans la discussion de la famille que ça peut se faire, mais à mon sens, il ne faut pas forcer. Moi, les seules fois où j'ai eu des problèmes quand je fais des diagnostics de maladie à corps de Lévy, c'est quand le patient ne venait pas de lui-même. Vous voyez, il n'est pas au courant de là où il va, ça m'est déjà arrivé. Voilà. La famille l'embarque au CM2R de Strasbourg, il arrive et il dit mais qu'est-ce que je fais là et puis il va falloir faire un diagnostic. Donc là, en général, moi, je refuse de faire un diagnostic parce que le patient ne souhaite pas le faire. Et donc, voilà. Après, j'essaye de lui poser la question, parce que c'est la demande de la famille, j'essaye de lui poser la question de savoir si je peux en parler avec la famille. Et il arrive que parfois, les patients me répondent oui, mais parfois ils me répondent non. Et il faut rappeler que c'est le patient qui est détenteur de cette question-là, de quand et comment il peut avoir le diagnostic. Donc c'est vrai que il est préférable quand même, là, y compris chez ces patients-là, de faire le diagnostic le plus tôt possible, autant que c'est possible. Mais ça dépend non pas là des capacités cognitives du patient, mais de toute l'angoisse, de tout ce qu'il projette sur la maladie, et pas d'ailleurs que sur les maladies neuroévolutives, hein, toutes les maladies en général. Donc, à votre question, à quel moment? Ma réponse, c'est le plus tôt possible, mais à condition que le patient y soit consentant. Et quel que soit le symptôme,
Donc ce qui nous, là, ce que dit le consensus international, c'est les troubles cognitifs, mais on sait tous que ça ne commence pas forcément que par des troubles cognitifs. En fait, il y a deux facettes et deux niveaux dans la question. Il y a deux facettes. C'est vous, votre question, c'est de savoir si je vois des symptômes, quand dois-je venir ? Je pense que les gens, ils le savent. Ça, ils viennent quand ils sont suffisamment gênés. C'est ce que disait Frédéric. Donc, c'est quand c'est le bon moment pour eux. Ça, je pense que c'est vraiment un élément très important. Et le deuxième mot, c'est précoce. Alors, précoce, c'est vrai pour toutes les maladies neurodégénératives. On aimerait bien diagnostiquer plus tôt, d'un point de vue scientifique et prise en charge. Mais je trouve que pour la maladie à corps de Lévy et même pour les autres maladies neurodégénératives, le problème, il est diagnostique avant tout. On aimerait bien que les diagnostics soient faits. Donc notre rêve, ça serait qu'on fasse des diagnostics précoces, mais la réalité, c'est qu'on fasse des diagnostics déjà et suffisamment vite pour prendre en charge les patients. Oui, bonjour. Donc avec Yael, nous sommes chargés de relayer les questions par Internet où les participants sont nombreux. Et à cette occasion, d'ailleurs, certains des membres du public sont malentendants. Et si ceux dans la salle aussi qui posent des questions peuvent enlever leur masque, ça permet à ces personnes de lire sur vos lèvres. Juste un petit mot avant de relayer ces questions. On ne pourra évidemment pas relayer toutes les questions qui sont posées par Internet, mais pour répondre à une question qui nous est très souvent posée, oui, la vidéo de ce colloque sera disponible en streaming, en replay à la fin du colloque. Alors, on en vient donc aux questions. Et la première question a trait aux fluctuations. Peut-on penser que l'entraînement intellectuel, par exemple la pratique musicale, pourrait expliquer ces fluctuations, peut-être les atténuer et contribuer à expliquer les différences d'un patient à l'autre? Alors, très très bonne question. Finalement, les fluctuations cognitives à proprement parler se rapprochent beaucoup des troubles cognitifs, même si vous l'avez compris, à des moments ils sont plus importants. Et là, on n'a pas de données de la littérature pour la maladie à corps de Lévy à proprement parler, mais on a quand même des données de la littérature sur les maladies neuroévolutives cognitives, avec un intérêt sur la pratique musicale, l'écoute musicale, mais aussi un intérêt sur la stimulation cognitive et ce qu'on appelle la remédiation cognitive, qui peuvent être faits en France par les orthophonistes, éventuellement les neuropsychologues qui s'installent en libéral, avec peut-être, vous l'avez entendu, les annonces du gouvernement, il pourrait y avoir des remboursements des psychologues et donc des neuropsychologues. Donc oui, la pratique musicale, mais aussi d'autres types d'activités qui viseraient à stimuler les fonctions cognitives ont très certainement un intérêt. Un petit élément quand même de nuance par rapport à la maladie à corps de Lévy, mais ça c'est mon sentiment, mon expérience, donc que je partage avec vous, c'est qu'il ne faut pas non plus épuiser le patient atteint de maladie à corps de Lévy dans de l'hyperactivité cognitive. J'ai certains aidants croyant bien faire et souhaitant bien faire qui prévoient un programme journalier d'activité cognitive. Attention, vous risquez d'épuiser, de fatiguer le patient et ça risque d'être contre-productif. Donc voilà, l'idée quand même, c'est qu'il y ait de la vie aussi et pas que des activités intellectuelle froide, je dirais, où voilà, il faut faire telle et telle chose. Et même s'il y a du chaud, c'est-à-dire de l'émotion, du plaisir, etc., il faut garder quand même l'avis du patient, en sachant que il y a un deuxième problème qui nous empêche souvent dans la maladie à corps de Lévy, c'est la forte apathie, c'est-à-dire le manque de motivation pour faire les choses. Et c'est vrai que c'est pas simple d'arriver à savoir quel est le niveau, c'est-à-dire est-ce que là, je peux quand même un petit peu forcer qu'on fasse un peu plus de choses ensemble, ou s'il faut que je m'arrête. Et ça, je crois qu'il faut jauger par rapport au patient et par rapport au contexte. Juste une petite précision sur la musique. Il a été montré récemment dans une étude chez les épileptiques que certaines musiques, notamment un menuet de Mozart, diminuaient l'activité épileptique. Donc probablement qu'il va y avoir tout un champ qui va s'ouvrir sur musique et enregistrement électroencéphalographique. Très bien. Juste une autre question au professeur Blanc concernant un traitement dont vous avez parlé, je crois, dans d'autres interventions, la pimavansérin.
Quelles en sont les indications? Alors, la pimavansérie, c'est un traitement qu'on dit antipsychotique, hein, ou le terme français c'est neuroleptique, qui donne l'impression d'être bien supporté dans la maladie à corps de Lévy. Vous savez que jusqu'à présent, on est très limité en France sur les neuroleptiques ou antipsychotiques qu'on peut utiliser dans la maladie à corps de Lévy, et que des traitements comme la risperidone ou risperdal, qui sont très bien supportés par exemple dans la maladie d'Alzheimer, sont très souvent mal supportés dans la maladie à corps de Lévy. Là, il y a une ouverture grâce à la pimavansérie. Il se trouve qu'il y a une étude qui vient de sortir sur la pimavansérie où il n'y avait pas que des maladies à corps de Lévy, mais il y avait aussi des patients atteints de maladies à corps de Lévy, mais c'était un mélange de plusieurs maladies cognitivo-comportementales, maladie d'Alzheimer, maladie frontotemporale, maladie à corps de Lévy. Et ce traitement a montré une efficacité nette, avec quand même un délai d'action, hein, c'est-à-dire qu'entre le moment où on l'utilise, on commence à l'utiliser, le moment où on commence à en voir les effets positifs, il s'écoule souvent au moins 4 à 6 semaines, hein, ce qui n'est pas le cas par exemple de la clozapine, qui est l'autre traitement qu'on utilise fréquemment dans la maladie à corps de Lévy, où là l'efficacité se fait quasi immédiatement, c'est-à-dire dès le lendemain ou le surlendemain, on a une efficacité. Donc oui, la pimavansérie est intéressante, mais pour l'instant de pratiques difficiles, puisque le médecin, pour l'utiliser, doit justifier qu'il doit vraiment utiliser ce médicament-là et pas un autre. Et donc souvent, il doit justifier d'une première ligne de traitement, c'est-à-dire d'un autre traitement qui aurait été utilisé, pour ensuite l'utiliser. Et doit faire une demande spécifique aux instances de santé via ce qu'on appelle une ATU, autorisation temporaire d'utilisation. Ça va être juste une famille de traitements, hein. Il y a d'autres traitements comme la pimavansérie qui sont en train d'arriver sur le marché. Donc on va avoir tout un champ d'utilisation de ces traitements, je pense, dans les années à venir, dans les 2 ans à venir. Là. Je peux poser ma question? Oui, moi, mon époux est atteint de la maladie à corps de Lévy. C'est une question sur l'humeur, parce qu'il a des périodes d'agressivité quand même assez importantes. Je voulais savoir si ça pouvait aller jusqu'à la violence. Et puis, est-ce qu'il y a un traitement pour améliorer? Merci. Alors, je vais essayer de répondre plus largement pour que tout le monde profite de votre question, mais elle est très importante. Après, je répondrai spécifiquement. Première chose, la maladie à corps de Lévy, parmi les maladies neuroévolutives, cognitives, est probablement une des maladies qui donne le plus de troubles du comportement. Ça, c'est un point qui est important, pas suffisamment reconnu et connu, même par rapport à la maladie qu'on appelle la maladie frontotemporale, qui est aussi une maladie qui donne d'importants troubles du comportement. Eh bien, on va dire qu'il y a du côté de la maladie à corps de Lévy, bien certains symptômes spécifiques qu'on retrouve plus volontiers dans la maladie à corps de Lévy du point de vue comportemental et qui sont très fréquents. Alors, du point de vue de l'agressivité, l'agressivité peut apparaître effectivement dans la maladie à corps de Lévy. Toute la question est de savoir si cette agressivité est une agressivité. Quel est le contexte de cette agressivité? Est-ce que c'est une agressivité qui apparaît dans un contexte de dépression? Et là, c'est important de le repérer parce qu'il est parfois normal d'être agressif quand on est dépressif. C'est une façon de lutter contre la dépression. C'est aussi un symptôme qui apparaît dans la dépression. Et donc, il est très important à ce moment-là de ne pas méconnaître le fait qu'il y a une dépression sous-jacente et donc de traiter la dépression. Premier élément, parce que traiter la dépression, c'est régler le problème en même temps de l'agressivité. Deuxième contexte, est-ce que le patient est agressif parce qu'il a des hallucinations ou parce qu'il est délirant, c'est-à-dire qu'il est convaincu qu'on lui en veut, il peut avoir ce qu'on appelle un délire de persécution ou un délire hallucinatoire, peu importe. Et donc, à ce moment-là, il faut traiter ou les hallucinations ou le délire avec les traitements dont on parlait tout à l'heure, pourquoi pas la clozapine, pourquoi pas la pimavansérie ou d'autres traitements. Il existe des cas où, dans la maladie à corps de Lévy, l'agressivité est aussi en lien avec l'anxiété ou la peur. Et donc là aussi, si c'est le symptôme, si vous voulez, qui prédomine l'agressivité, mais qu'en sous-jacent, ce qui va nourrir l'agressivité, c'est la peur ou l'angoisse, il faut traiter cette peur ou cette angoisse. Enfin, dernier élément, vous avez des moments où il y a une agressivité, mais il y a une agressivité qui est sans contexte autres liés à la maladie. Et donc, à ce moment-là, il faut traiter spécifiquement effectivement l'agressivité. Et là, on a des moyens de traiter spécifiquement que l'agressivité,
Alors, une des possibilités, par exemple, c'est ce qu'on appelle la carbamazépine à des petites doses, qui est assez efficace. Voilà. Après, je pense que une fois que j'ai dit ça, et donc là c'est le contexte maladie, il faut toujours prendre en compte aussi le contexte à la maison, ou le contexte dans l'EHPAD, ou le contexte, etc. Parce que le patient peut à un moment donné être agressif parce que le contexte à la maison ne lui convient pas, mais il n'est pas en capacité de l'exprimer. Moi j'ai des patients par exemple qui étaient très agressifs à la maison, et une fois qu'ils ont été en EHPAD ou en ce qu'on appelle en UHR ou en UCC, rien que le fait, si vous voulez, d'être dans un autre contexte leur permet d'être moins agressifs. Une des raisons qu'il faut bien comprendre, c'est la fatigue, parfois l'épuisement de l'aidant, qui fait que il peut y avoir de l'angoisse de la part de l'aidant, il peut y avoir aussi des troubles de l'humeur de la part de l'aidant. Et comme le disait Philippe de Linares ce matin au moment de l'introduction, les patients atteints de maladies à corps de Lévy sont très sensibles, extrêmement sensibles. Et donc, ils ressentent tout ça, si vous voulez. Ils ressentent le fait que ça puisse être compliqué à la maison, qu'il puisse y avoir que l'aidant soit en train de souffrir ou qu'il y ait des problèmes familiaux, etc. Et donc, l'expression après de la réponse qui peut se faire sous la forme d'une agressivité. Donc tout ça est compte, vous voyez. Et donc là, à ce moment-là, eh bien, ce qui est important, c'est de revoir quel est le lieu de vie, comment on vit ensemble, et puis se faire accompagner, notamment par son médecin traitant, mais aussi par un ou une psychologue. Je crois que c'est vraiment capital. Oui, la maladie à corps de Lévy, ça, de façon, on est en train de le montrer dans une étude européenne, est la maladie neurodégénérative qui donne le plus de troubles du comportement gênants dans la vie quotidienne et le plus d'agressivité. C'est vraiment pour les différentes raisons qui sont parfaitement rapportées ici, y compris les troubles du sommeil, les troubles du comportement en sommeil paradoxal, qui peuvent induire une agressivité alors que le patient est en train de dormir. Donc ça, c'est pas rare du tout. Le petit élément supplémentaire, en plus de tout ce qu'a dit Frédéric, c'est sûrement la formation des aidants. Parce que parfois, le conjoint, les enfants veulent bien faire et ça peut arriver à surstimuler, épuiser, trop aider ou pas assez aider. C'est difficile de se positionner en tant qu'aidant, de dire qu'est-ce que je fais? Je le laisse faire tout ce qu'il peut faire ou j'anticipe tout, et parfois... Il y a l'historique du couple, il y a la personnalité aussi qu'il faut intégrer. Parfois, ça ne se passe pas bien parce que justement, le positionnement n'est pas simple. Donc la formation des aidants est à mon avis très important. Et il y avait... Voilà, vous vouliez poser une question depuis tout à l'heure. Oui, bonjour. Emmanuel Guiliano, je suis psychologue au GHU Psychiatrie et Neurosciences de Paris. Merci pour vos deux interventions très riches. Simplement une réflexion sur la question de la fluctuation. Une réflexion de professionnel. Donc, dans mes accompagnements, on voit bien que la parole on va dire des aidants nous montre que cette fluctuation est souvent donc très déroutante, voire anxiogène, et que nous, on a du mal à y répondre, surtout dans les rythmes de proposition qu'on offre sur l'accompagnement. À savoir que nos spécialités en psychiatrie ou même en neurologie, on offre on va dire des rencontres tous les 2 mois ou 6 mois, et entre les familles sont très déroutées face à cela. Et donc ça pose la question effectivement de l'offre de soins, comment on peut y répondre, et donc autant en parler. Et c'est vrai qu'on a des positions, on a des places différentes, et ça pose la question de savoir est-ce qu'il ne faudrait pas développer des intervenants intermédiaires qui pourraient driver un peu tout ça. Je pense que nos collègues gériatres qui sont en libéral pourraient tout à fait répondre à ça, plus que les médecins traitants qui sont débordés, qui ne sont pas forcément très bien formés à cette complexité. Voilà, c'était une réflexion. Bonjour, je suis aidante et tout à l'heure, je reviens sur un thème que vous avez abordé, la précocité du diagnostic. Juste signaler qu'il y a quand même un désert autour de ça. Les généralistes n'ont pas de formation. Moi, mon mari a présenté des troubles. Il a eu le Covid en avril.
il a eu des troubles, des hallucinations, des choses comme ça. J'en ai parlé à notre médecin généraliste qui m'a dit « Oh, il fait une dépression ». J'ai insisté parce qu'il ne dormait plus, il y a une perte de sommeil totale pendant 3 semaines. Alors, il a été mis sous antidépresseurs, enfin, des tas de médicaments qui le perturbaient plus qu'autre chose. Et aussi dire que parfois, les médecins sont sourds à ce que nous émettons. Je signalais que mon mari allait de plus en plus mal et on m'a promené de traitement en traitement et il a fallu que toute seule je prenne l'initiative d'emmener mon mari passer une IRM. En fait, je me suis battue toute seule pendant des mois pour essayer de trouver la réponse à cette souffrance. Enfin, je me suis trouvée très démunie et je trouve que le corps médical n'est pas toujours très informé ou bien informé. Et les aidants, on se trouve démunis et nous devons mettre des choses en place tout seuls avant de trouver la solution. C'est quand même ma fille qui n'est qu'une petite aide-soignante qui m'a dit « Écoute, papa, il a quelque chose de grave » et qui a contacté votre service, docteur, en disant « Mon père souffre d'un mal que je ne connais pas, je pense que ça peut être ça ». Mais j'ai trouvé ça enfin très paradoxal que ce soit une petite aide-soignante qui fasse l'effort de se chercher plutôt qu'un médecin qui nous a fait perdre du temps. Ça se trouve, mon mari souffrait de cette pathologie bien avant et nous sommes passés peut-être à côté d'un diagnostic précoce. Alors, pour répondre de façon plus générale, c'est la réponse que je faisais à Madame sur la précocité. Je pense qu'il y a une question de diagnostic. Avant de parler de diagnostic précoce, c'est faisons le diagnostic. Donc la formation en formation, ce qu'on appelle initiale, c'est-à-dire pendant nos études de médecine, il est clair, et ça sera encore plus clair maintenant, vu qu'elles ont été raccourcies, que nous n'avons pas le temps d'évoquer toutes les maladies et que donc ça se reporte sur la formation continue. Et le professeur Blanc et moi-même, on est en train de mettre en place cette formation continue. Maintenant, ça va prendre du temps de former les médecins traitants. Mais il est clair qu'actuellement, il y a un délai diagnostique pour toutes les maladies neurodégénératives et probablement particulièrement pour la maladie à corps de Lévy. Donc ça, effectivement, c'est un témoignage qu'on entend souvent et contre lequel on est en train d'agir, soit au niveau du plan maladie neurodégénérative, soit notamment pour la création de centres experts, puisque une des missions des centres experts, ça sera la formation justement des soignants, plus que des médecins traitants uniquement, ça sera la formation des soignants. Votre témoignage, en fait, il est, j'ai envie de dire, malheureusement très fréquent, voire habituel. Hein, et ça n'est pas admissible, moi je pense, enfin je vous le dis très sincèrement, il n'est pas admissible que le niveau de formation, que le retard au diagnostic soit aussi important sur la maladie à corps de Lévy, parce que ça a des conséquences terribles pour les patients, pour les familles. Donc, nous tentons, nous, d'y travailler. Nous espérons très sincèrement être entendus pour que, effectivement, il y ait un changement de paradigme par rapport à la maladie à corps de Lévy. Hein. Mais je vais vous dire quelque chose. Ils avaient le même problème aux États-Unis. Ils l'ont encore un peu. Ils avaient le même problème aussi au Royaume-Uni. Ils l'ont beaucoup moins, mais ils l'ont encore un peu. Et les associations de patients ont beaucoup fait. Hein, c'est-à-dire que vous avez eu la Lewy Body Society en Royaume-Uni, vous avez eu la LBDA aux États-Unis, et c'est grâce aux associations de patients que ça a bougé. Et les instances nationales ne bougeront, et sont en train de bouger en fait, que s'il y a le soutien des associations de patients. C'est évident. Et donc, nous sommes tous responsables par rapport à ça. Les médecins sont responsables, je me sens responsable, j'imagine comme Claire Paquet, mais nous sommes tous responsables du fait que, du fait que le diagnostic se fasse trop tardivement, du fait que le diagnostic parfois ne se fasse pas du tout, hein, qu'il y ait une errance. Et souhaitons que la situation s'améliore et mettons de l'énergie là-dedans, de manière à ce qu'on n'entende plus ou quasiment plus des témoignages comme le vôtre. Je crois que c'est extrêmement important. Vous avez parfaitement raison, madame.